Professor Luc Mayot é doutor em Direito e leciona atualmente na Universidade de Lyon, Lyon 3, né? Lyon 3, na França, e dirige atualmente o Instituto de Seguros de Lyon, o qual já foi presidido anteriormente pela nossa muito conhecida professora Yvonne Lambert-Febvre. O professor Luc Mayot é autor de diversas obras, entre as quais eu assinalaria uma para mim de especial destaque, um colóquio feito na ida em 1999, chamado Ignorance du risque, Ignorance et Assurance. Vem de lançar, junto com outros coautores altamente prestigiados no direito securitário francês, sob a coordenação do professor Jean Bigot e com a participação do professor Luc Mayot, do professor Jérôme Kuhlmann, do Instituto de Seguros Paris e outros, o Tratado de Direito de Seguros, com o qual o professor Luc Mayot nos ofertou para a nossa biblioteca no IBDS. Eu quero, perdendo o receio de ser repetitivo, eu quero enfatizar novamente a minha saudação em nome do IBDS e uma saudação pessoal ao professor Luc Mayot, mais uma vez, saudando-o como saudei o professor Hubert Grutel. Pela generosidade com que nos trataram, pelo entusiasmo com que nos estimularam durante todo esse tempo em que mantivemos contato a partir de agosto deste ano e que agora vai culminar com a sua exposição nesse nosso fórum. Mais uma vez eu me atrevo a chamá-lo de amigos e começo por passar a palavra então ao professor Luc Mayot. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par remercier tous les membres de l'IBDS et en particulier son président Ernesto Cyrulnik pour leur accueil qui a été vraiment très sympathique. Je ne pensais pas je savais que les Brésiliens étaient très gentils, très agréables pour leur accueil, mais à ce point, je dois dire que je suis très agréablement, c'est même pas de la surprise parce que c'était déjà une certitude. Alors, je voudrais remercier aussi en particulier notre président de séance pour également son accueil. Je le trouve bien sérieux aujourd'hui quand je pense à hier où il nous racontait avec beaucoup d'humour ses déboires lors de sa première visite en France. Je crois que ça a été un grand moment aussi de ce colloque, mais pas en droit naturellement. Alors, ma communication vient après celle d'Hubert Grutel, qui a traité des dispositions communes aux assurances de dommages et de personnes en droit brésilien et en droit français. En ce qui me concerne, je traiterai des dispositions spécifiques aux assurances de dommages et des dispositions spécifiques aux assurances de personnes. En premier lieu, j'ai été frappé, comme Hubert Grutel d'ailleurs, par le petit nombre de dispositions du Code civil brésilien relatives aux contrats d'assurance. Quand on compare naturellement avec le Code des assurances français, qui contient un nombre d'articles absolument considérable. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Je dois dire que la qualité d'un travail législatif n'est pas forcément proportionnelle à sa longueur. Ça serait peut-être même plutôt l'inverse de mon point de vue. Donc, de ce point de vue-là, je pourrais dire que le Code des assurances, enfin le code civil brésilien et son chapitre consacré au contrat d'assurance est peut-être supérieur au Code des assurances français. Ce qu'on peut reprocher à un code technique comme peut l'être le Code des assurances français, c'est d'utiliser un jargon un peu technocratique que ne connaît pas le Code civil français, que ne connaît pas, je pense non plus, le Code civil brésilien. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a rien à redire, il n'y a pas de critique à émettre. Simplement, je peux regretter tout de même que les dispositions sur le contrat d'assurance soient dissociées
de celle sur les entreprises d'assurance et de celle sur la distribution de l'assurance. C'est évidemment le parti pris choisi par le législateur brésilien, mais évidemment l'inconvénient c'est le démembrement de la matière. En second lieu, je dois dire, je suis conscient de mes faiblesses. J'ai une double faiblesse. La première, c'est que je ne suis pas un spécialiste du droit comparé, et la deuxième, c'est que je ne suis pas un spécialiste de droit brésilien. Alors, dans ces conditions, je me demande pourquoi j'ai été convié, mais j'allais dire, j'ai des circonstances atténuantes. Lesquelles ? La première, c'est que il y a ce nouveau code brésilien, et celui-ci va entrer en vigueur prochainement. J'allais dire, c'est une nouvelle page qui s'écrit dans le droit brésilien, et à la limite, on peut faire, pour l'instant, abstraction de la jurisprudence, que je ne connais évidemment pas, donc je ne peux pas vous en parler. Alors, la seconde circonstance atténuante, c'est, me semble-t-il, que les droits brésiliens et français sont suffisamment proches pour faciliter leur comparaison et suffisamment éloignés pour rendre cette comparaison intéressante. Il me semble que dans cette matière, comme dans d'autres, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Je vais m'exprimer autrement. Le droit brésilien, ce n'est pas le droit anglais. Le droit brésilien, ce n'est pas le droit d'un pays d'Afrique francophone qui est copié à la lettre sur le droit français. Et c'est cela qui rend intéressant la comparaison entre le droit brésilien et le droit français. Alors, qu'en est-il en ce qui concerne les assurances de dommages et en ce qui concerne les assurances de personnes ? Eh bien, pour les assurances de dommages, il me semble que les ressemblances l'emportent sur les différences, ce qui facilite le travail de comparaison entre les deux droits. En revanche, pour les assurances de personnes, il me semble que les différences sont plus accentuées. Alors, ça complique la tâche, mais cela la rend sans doute plus féconde. Alors, j'envisagerai tout d'abord les assurances de dommages, et puis ensuite les assurances de personnes. Vous voyez, mon plan n'a rien d'extraordinaire. Alors, on commence par les assurances de dommages. Alors, je crois que quand on fait une étude comparative des deux droits, il y a trois traits marquants. D'abord, il y a une similitude des droits brésiliens et français, c'est évident. Mais il y a aussi des hypothèses où le droit brésilien apparaît comme plus moderne que le droit français. Et puis enfin, il y a d'autres hypothèses où il apparaît comme plus classique que le droit français, ou disons que le droit français est plus moderne que le droit brésilien, je ne sais pas, c'est comme on veut. Alors, donc, tout d'abord, cette similitude des droits brésiliens et des droits français en assurance de dommages, naturellement. Eh bien, on pourrait distinguer les assurances de dommages en général et les assurances de responsabilité en particulier. Alors, on va commencer par les assurances de dommages en général. On pourrait dire des tas de choses, on pourrait parler notamment du vice propre de la chose assurée, où il y a des solutions voisines dans les deux droits. Je préfère me concentrer sur la subrogation, dont on a déjà parlé ce matin, et d'ailleurs de manière très brillante. Alors, la subrogation existe dans les deux droits. Le principe est le même. La subrogation joue dans la limite du paiement fait par l'assureur à l'assuré. Alors, ce matin, on nous a déjà dit qu'il y a des exceptions dans lesquelles la subrogation est impossible contre certaines personnes. Et là encore, eh bien, il y a une similitude entre les deux droits. Alors la différence, et là je ferai la même remarque que mon collègue espagnol de ce matin, c'est que ce ne sont pas tout à fait les mêmes personnes contre qui l'assureur ne peut recourir. Le droit brésilien vise les descendants, ascendants, parents, alliés. Le droit français vise en plus les salariés, parce qu'il dit préposés, employés, ouvriers et domestiques. En première analyse, nous dirons les salariés. Et puis, il y a une formule générale aussi en droit français. On dit toutes les personnes qui vivent habituellement au foyer de l'assuré, par exemple la concubine. Alors,
comme mon collègue, effectivement, je déplore qu'on n'ait pas prévu le rétablissement du recours subrogatoire dans l'hypothèse où la personne qui bénéficie de l'immunité est elle-même assurée. Ce serait souhaitable. C'est une solution du droit français, une solution jurisprudentielle, mais qui est tout à fait intéressante. Autre réflexion sur la subrogation, le problème, l'hypothèse plutôt où, par la faute de l'assuré, la subrogation est rendue impossible. Les deux droits envisagent l'hypothèse, mais ils n'apportent pas la même solution. Le droit français prévoit que dans cette hypothèse, l'assureur peut être déchargé, dit l'article, c'est peut-être pas le terme qui convient, il peut être déchargé de son obligation envers l'assuré, donc de son obligation à payer l'indemnité. Alors, le droit brésilien, lui, dispose que l'acte de l'assuré, qui rendrait impossible la subrogation, serait inefficace, doit être inefficace à l'égard de l'assureur, dont je crois comprendre qu'il doit être inopposable, sans effet à l'égard de l'assureur. Donc les solutions sont un petit peu différentes. Vous voyez, par exemple, en matière de renonciation à recours, imaginons que l'assuré renonce à recourir contre le tiers responsable sans le consentement de l'assureur. En droit brésilien, la renonciation sera inopposable à l'assureur, alors qu'en droit français, l'assureur pourra utiliser l'argument, invoquer cette renonciation pour demander au juge à être libéré de son obligation à l'égard de l'assuré. Donc vous voyez, les solutions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais disons qu'il y a tout de même une forte similitude. Voyons maintenant le cas des assurances de responsabilité en particulier, et on retrouve un certain nombre de similitudes. En premier lieu, je pense à l'article 787 du Code civil, du nouveau Code civil brésilien, qui nous dit que la présence d'une assurance n'empêche pas la victime d'agir contre l'assuré responsable du dommage. C'est une solution, naturellement, que partage le droit français. Le droit brésilien ajoute, y compris quand l'assureur est insolvable, évidemment, ça doit signifier qu'il existe des assureurs insolvables au Brésil. Et je vous rassure, il en existe aussi en France. Je ne sais pas s'il y en a autant, mais l'hypothèse a été constatée encore récemment. Toujours dans les assurances de responsabilité, je pense aussi à la question fondamentale de l'étendue de la garantie dans le temps. Alors, je commencerai par le droit français, c'est celui que je connais le mieux, et puis je poserai quelques questions pour le droit brésilien, car je m'interroge. En ce qui concerne le droit français, les solutions sont clairement établies depuis 1990, des arrêts auxquels Hubert Groutel faisait allusion. Les clauses qu'on appelle claims made en anglais ou base réclamation en français, ces clauses sont nulles, réputées non écrites, et il n'y a pas d'échappatoire, absolument aucun. Dans un arrêt plus récent de 1997 de la Cour de cassation, il est indiqué que toute clause qui, je cite, qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré doit être réputée non écrite. Alors, je passe les arguments de la Cour de cassation qui ne convainquent que les convaincus, dont je ne suis pas. L'argument principal, c'est la notion de cause. L'assuré aurait payé une prime pour être couvert pendant tout le temps pendant lequel la victime pourrait réclamer. Mais par voie de conséquence, si vous voulez, il y aurait l'obligation au paiement de la prime manquerait de cause si il n'y avait pas une garantie qui serait aussi étendue dans le temps que la durée de la responsabilité. Mais cet argument n'est pas convaincant parce que quand l'assureur a tarifé le risque, quand il y avait une clause réclamation dans le contrat, évidemment, il l'a tarifé en fonction de cette clause réclamation, et donc on ne peut pas dire que la prime manque de cause dans une telle hypothèse. Donc le droit français est bien cadré, pour préciser les choses, c'est l'assureur du jour du fait générateur du dommage. Alors qu'est-ce que c'est que le fait générateur ? Par exemple, pour une assurance de responsabilité civile produit, c'est le jour de la livraison du produit.
Quand c'est une assurance relative à des travaux, c'est le jour de l'accomplissement des travaux. Quand c'est une prestation de service, c'est le jour de la fourniture de cette prestation. Donc c'est l'assureur de ce jour du fait générateur qui doit sa garantie, quelle que soit la clause qui peut être présente dans le contrat, même s'il y a une clause réclamation de la victime. Voilà pour le droit français. Alors pour le droit brésilien, je ne vois pas grand-chose, si ce n'est l'article 787 du nouveau Code civil brésilien qui nous dit que dans l'assurance de responsabilité civile, l'assureur garantit le paiement des pertes et dommages dus par l'assuré à un tiers. Alors, cela signifie-t-il, puisqu'on fait référence aux pertes et dommages, que le système repose sur ce qu'on appelle la base survenance du dommage, occurrence basis en anglais, hein, peut-être. Et d'après ce que m'a dit le président de séance par ailleurs, il semblerait effectivement que les clauses réclamation de la victime ne soient pas valables, au moins quand en présence d'un consommateur. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il en est, et là c'est peut-être plutôt une question que j'aurais à vous poser plutôt qu'une réponse à donner. Mais j'ai quand même l'impression que le système est assez voisin du système du droit français. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce qui concerne les similitudes. J'aborde maintenant ce que j'appellerais la modernité du droit brésilien par rapport au droit français. Je la vois à deux points de vue. Tout d'abord, en ce qui concerne l'intérêt d'assurance. En ce qui concerne cet intérêt, le droit brésilien insiste beaucoup, on l'a vu ce matin, sur cette notion. J'allais dire, je n'ai pas encore complètement compris son contenu. Je crois comprendre que l'intérêt d'assurance a un contenu objectif. Au fond, l'intérêt, c'est l'objet de l'assurance. On assure un intérêt. D'ailleurs, je crois que le Code civil brésilien le dit à un endroit. On assure un intérêt. Alors qu'en droit français, on a une conception plus subjective, à savoir, il faut justifier d'un intérêt pour s'assurer, ce qui est un petit peu différent. Bon. Ceci dit, il est quand même intéressant de faire référence à cette notion d'intérêt. Je pourrais donner une application pour montrer sans doute que le fait d'insister sur l'intérêt d'assurance, comme le fait le Code civil brésilien, présente des avantages en pratique par rapport au droit français qui, lui, ne prend pas tellement en compte cette notion. Eh bien, l'exemple, ça pourrait être la transmission de l'assurance en cas de cession de l'intérêt assuré. C'est une solution qui est prévue dans le nouveau Code civil brésilien à l'article 785. Par opposition, le droit français vise l'aliénation de la chose assurée. Donc, alors que le droit français parle de choses, le droit brésilien parle d'intérêt. Alors, est-ce que c'est pareil? Il me semble que le droit brésilien est plus large dans la conception de ce qui est transmis. Et par exemple, c'est une hypothèse que j'imaginais, supposons une assurance qui est souscrite par un locataire. Bon. Imaginons qu'il y ait une cession de bail, donc un changement de locataire. Il n'y a pas d'aliénation de la chose assurée. Néanmoins, on peut peut-être considérer qu'il y a cession de l'intérêt assuré, puisque l'ancien locataire n'a plus d'intérêt à s'assurer, alors que le nouveau locataire, lui, acquiert un intérêt. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas transmission d'assurance en même temps que la cession de bail? Une solution qui n'existe pas en droit français, parce que le droit français parle simplement d'aliénation de la chose assurée. Donc, il me semble que, sur ce point, le droit brésilien est plus novateur que le droit français. Autre point sur lequel il me paraît plus novateur, ce sont les obligations en cas de sinistre. Il est prévu notamment, à l'article 771 du nouveau Code civil brésilien, que l'assuré, c'est la partie générale, je crois, mais ça concerne surtout les assurances de dommages. Il est indiqué que l'assuré doit prendre toute mesure urgente pour réduire les conséquences du sinistre. Et il est indiqué également que l'assureur a la charge financière de ces mesures qu'on appelle parfois de sauvetage en droit français. Eh bien, il faut savoir que dans le Code des assurances français, vous n'avez pas ces solutions, si ce n'est en assurance maritime, où elles sont effectivement prévues. Et en droit français, vous n'avez pas d'obligation légale
pesant sur l'assuré de minimiser en quelque sorte son dommage. Je fais référence à un article récent de mon collègue Jérôme Kuhlmann sur cette question. Il n'y a pas d'obligation légale de réduire son dommage, et il n'est pas prévu non plus légalement que la charge des mesures de sauvetage pèse sur l'assureur. Alors évidemment, ça peut être prévu dans les polices, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas prévu par la loi. Donc sur ce terrain, je dois dire que le code civil brésilien, dans son chapitre consacré à l'assurance, est plus en avance que le code des assurances français. Alors, sur d'autres points, en revanche, on pourrait dire que le code brésilien est plus classique que le droit français. Ce sera mon troisième point. Plus classique ou plus archaïque, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, ça dépend un petit peu de l'opinion qu'on peut avoir sur ces questions. Alors je pense surtout, on en a beaucoup débattu hier, je pense surtout à l'action directe dans les assurances de responsabilité civile. Alors là, il me semble que le droit brésilien est en retrait, et en retrait considérable par rapport au droit français. J'en veux deux exemples. Tout d'abord, en ce qui concerne l'opposabilité, c'est un peu technique, mais l'opposabilité des exceptions à la victime qui exerce l'action directe. En droit brésilien, cette opposabilité, on évoque dans le Code civil l'exception non ad impleti contractus, donc par exemple, refus de garantie pour non-paiement de la prime. Eh bien, en droit brésilien, cette opposabilité des exceptions suppose que l'assuré soit intervenu à l'instance exercée par la victime contre l'assureur. Cette règle est prévue à l'article 788, paragraphe unique du Code civil brésilien. Eh bien, ce n'est pas le cas en droit français. En droit français, la victime, quand la victime exerce l'action directe, la présence de l'assuré au procès n'est pas nécessaire à peine d'irrecevabilité de la demande. Donc on peut très bien concevoir un procès entre la victime et l'assureur sans que l'assuré soit mis en cause. Alors, vous allez me dire c'est scandaleux au regard des règles de la procédure civile, du respect de certains principes comme le contradictoire, mais il faut dire aussi que si l'assuré n'était pas mis en cause par la victime ou par l'assureur, le jugement qui serait rendu sur l'action directe ne serait pas opposable à l'assuré. Donc l'assuré se trouve protégé de cette manière. Il n'empêche que sa présence n'est pas une condition de recevabilité de l'action. Par ailleurs, c'est peut-être le reproche que je ferais au droit brésilien sur ce point, même si l'assuré a été mis en cause, cela ne signifie pas pour autant que toutes les exceptions puissent être opposées à la victime. Parce qu'à la lecture de l'article 788, au moins comme je l'ai compris, on a le sentiment que quand l'assuré est mis en cause, à ce moment-là, il y a une opposabilité de toutes les exceptions. Ce n'est pas, me semble-t-il, ce n'est pas le cas, en tout cas ce n'est pas le cas en droit français, car certaines exceptions, comme Hubert Grotel vous l'a dit, je pense aux déchéances pour déclaration tardive du sinistre. On va supposer que le sinistre a été déclaré après le délai prévu par le contrat. Ces déchéances ne sont pas opposables à la victime. Pourquoi ? Parce que le droit de la victime contre l'assureur est né du jour du sinistre et ne peut pas être remis en cause par des fautes commises par l'assuré après la survenance de ce sinistre. Donc c'est un premier point sur lequel je pense que le code civil brésilien est en retard, entre guillemets, par rapport au code des assurances français. Alors l'autre point qui est évidemment plus important, c'est sur l'existence même d'une action directe de la victime contre l'assureur. On l'a vu hier et encore tout à l'heure, je crois, on a vu que en droit brésilien, c'était seulement pour les assurances obligatoires que cette action directe était admise, et on discute du point de savoir si on peut étendre cette action directe aux assurances facultatives. Il y a toute une discussion doctrinale, et je dois dire que cela nous paraît
complètement dépassé à nous juristes français, car nous connaissons l'action directe depuis, alors là une petite divergence entre Hubert Groutel et moi, lui faire monter ça aux années 1920, moi aux années 1930, je pense qu'il a raison, je le dis tout de suite, hein, bon, disons que c'est à peu près 70 ans, hein, et on a effectivement eu la même discussion en France, mais il y a 70 ans. Hein. Alors je dois dire que j'ai du mal à comprendre les réticences des assureurs envers l'admission de cette action directe. En effet, peu importe la personne à qui l'assureur doit payer, que ce soit à la victime ou que ce soit à l'assuré, peu devrait lui importer dès l'instant où il doit payer. À partir du moment où il doit payer, qu'est-ce que ça peut faire, que ce soit à la victime ou à l'assuré? Alors bien sûr, il en irait différemment si certaines exceptions n'étaient pas opposables à la victime. Alors effectivement, l'assureur serait dans une situation plus délicate. Mais cela est lié, par exemple, à certains textes spéciaux ou bien à ce qu'on a vu à propos des déchéances, mais ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas lié à l'action directe elle-même. L'action directe, au contraire, postule l'opposabilité des exceptions à la victime. Donc, dès l'instant où la victime agit contre l'assureur est en droit de lui opposer les mêmes exceptions, les mêmes moyens de défense qu'il pourrait opposer à l'assuré. Donc il n'y a pas, à proprement parler, de crainte à avoir en matière, envers l'admission de l'action directe. Alors je dois dire, on a parlé, je crois, hier, du fait que l'assureur, dans le cas de l'action directe, était en quelque sorte, sortait de son métier, il sortait de son métier d'assureur, il était transformé en garant, en caution. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que l'assureur indemnise la victime, dans le cas de l'action directe, mais ensuite il ne peut pas recourir contre l'assuré. Donc il ne sort pas de son métier d'assureur, les risques sont bien transférés sur lui. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a dénaturation de l'assurance par la simple admission de l'action directe. Voilà ce que je pourrais dire sur les assurances de dommages. J'aborde maintenant les assurances de personnes, et là on voit tout de même des différences. Il y a des similitudes. Je commencerai par elles, mais elles semblent moins grandes qu'en assurance de dommages. En revanche, il y a un particularisme très fort, ça sera mon deuxième point, du droit brésilien par rapport au droit français. Et puis enfin, et surtout, il y a, j'allais dire, des lacunes, ou en tout cas l'absence de réglementation en droit brésilien sur certaines questions. Les similitudes, tout d'abord. Eh bien, je n'évoquerai ici que l'assurance vie, c'est la question essentielle. Je pense tout d'abord au suicide. La question du suicide de l'assuré est réglée à peu près de la même manière en droit français et en droit brésilien. Bon, si ce n'est qu'en droit brésilien, le délai est de 2 ans, en droit français, il est d'1 an, mais ça, c'est pas grave. Les solutions sont les mêmes. Pendant un certain temps, disons 2 ans, l'assureur ne peut pas garantir le suicide, puis passé ce délai, il est tenu de garantir le suicide. Alors ça, en droit français, c'est récent. Cette solution remonte à une loi de 2001, donc c'est récent. Mais maintenant, les solutions sont celles-là, et donc identiques à celles du droit brésilien. J'insiste toutefois sur 2 choses. La première, c'est que sur la définition du suicide, autrefois en droit français, c'était plus précis. On parlait de suicide volontaire et conscient. On parlait de l'assuré qui s'était donné volontairement et consciemment la mort. Maintenant, on ne parle plus de conscience parce qu'en jurisprudence, il y avait d'énormes difficultés à déterminer ce qu'il fallait entendre par suicide conscient. On n'en parle plus dans la loi, mais vous allez voir qu'en contrepartie, l'assuré, ou plus exactement les bénéficiaires du contrat, sont très favorisés. En effet, c'est le deuxième point. Il faut savoir que dans certains cas, le suicide est garanti dès le premier jour du contrat. C'est notamment des contrats collectifs. Ce sont des contrats collectifs souscrits notamment dans le cadre d'un emprunt, donc contrat contracté en garantie d'un prêt.
C'est également le cas des contrats souscrits par des entreprises au profit de leurs salariés. Donc pour tous ces contrats, le suicide peut être garanti, si c'est prévu, dès le premier jour. Et en plus, pour des contrats moins nombreux, à savoir les contrats souscrits en garantie d'un prêt contracté pour l'acquisition, je m'excuse c'est long, contracté pour l'acquisition du logement principal de l'assuré, eh bien pour ces contrats, dans une certaine limite, mais qui est élevée, 120 000 euros, qui est élevée, dans ces contrats, pour ces contrats, le suicide doit être obligatoirement garanti dès le premier jour. Obligatoirement. Alors, on retrouve ce qu'on disait hier, c'est-à-dire la fonction sociale de l'assurance. Il s'agit de protéger, de protéger les héritiers qui n'auront pas à rembourser le prêt, de protéger les veuves. On a parlé à ce propos de l'amendement des veuves, parce que cette disposition a été introduite en 2001 à la suite de pressions exercées par l'association des veuves. Mais je crois que là, on est très loin de l'assurance parce qu'il n'y a plus beaucoup d'aléas et en plus, sur un plan moral, la solution me paraît contestable. Autre point sur lequel il y a des similitudes en droit français et en droit brésilien, toujours en assurance vie, bien sûr, c'est la prime. Je n'insiste pas. La prime, son paiement est facultatif. Donc il n'y a pas d'action en paiement de la prime en assurance vie, c'est vrai en droit français, c'est vrai en droit brésilien. Bon, le droit français est peut-être plus précis, parce que le droit brésilien nous dit que la sanction c'est la résiliation ou la résiliation du contrat ou la réduction du capital. Le droit français dit que la réduction du capital ne peut être refusée par l'assureur quand au moins 15% des primes ont été payées ou au moins 2 primes annuelles. Bon, il est plus précis. Également, mais là on l'a souligné ce matin, pour les contrats bien sûr à fonds perdus, pour lesquels il n'y a pas de valeur de rachat, c'est la résiliation qui s'applique. On ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Le droit français le dit, le droit brésilien ne le dit pas. Autre point sur lequel il y a une similitude, ce sont les droits du bénéficiaire, de l'assurance vie. Eh bien, dans les deux cas, enfin dans les deux droits plutôt, dans les deux droits, le bénéficiaire de l'assurance vie échappe aux poursuites pour le capital de l'assurance, échappe aux poursuites des créanciers du souscripteur ainsi qu'aux héritiers du souscripteur. C'est ce que j'ai cru comprendre, du moins à la lecture de l'article 794 du nouveau Code civil brésilien. Le droit français connaît les mêmes solutions, peut-être avec quelques nuances. Par exemple, le droit français connaît la notion de prime manifestement exagérée. C'est-à-dire que si une prime est manifestement exagérée, une ou plusieurs, parce qu'il peut y avoir des primes uniques ou des primes périodiques, si une prime est manifestement exagérée, eu égard aux facultés du souscripteur, eh bien, les héritiers ont une action, ainsi que les créanciers, mais seulement sur ces primes. Et d'après les auteurs, les bons en tout cas, sur la fraction excessive de la prime, mais pas sur le capital. Donc c'est simplement une nuance par rapport au droit brésilien, une précision qui me paraît utile. Voilà ce qu'il en est des similitudes. Elles sont importantes, je pense notamment au droit du bénéficiaire. Mais à côté, il y a un fort particularisme du droit brésilien par rapport au droit français, que ce soit en assurance vie et puis aussi dans les assurances collectives sur lesquelles je dirais 2 mots si j'ai le temps. En assurance vie, tout d'abord, on peut évoquer les assurances sur la tête d'autrui. Donc le cas où ce n'est pas la même personne qui est assurée, donc qui est exposée au risque et qui contracte. Eh bien, les assurances sur la tête d'autrui sont admises en droit brésilien comme en droit français. Mais alors là, le régime est très différent. En ce qui concerne le droit français, il faut le consentement écrit de l'assuré, avec en plus indication du capital garanti, et ce consentement est également requis toutes les fois qu'il y a modification du contrat. Et puis, si l'assuré est un mineur, il faudra aussi le consentement de son représentant légal, et puis si l'assuré a moins de 12 ans, l'assurance est nulle, il n'est pas possible de souscrire une telle assurance. Donc la protection
la protection de la personne de l'assuré menacée par des velléités criminelles, hein, cette protection est assurée par le fait qu'on lui demande son consentement. Alors qu'en droit brésilien, ce n'est pas le consentement de l'assuré qui est requis, si j'ai bien compris. C'est le souscripteur qui doit déclarer son intérêt à la préservation de la vie de l'assuré. C'est l'article 790 du nouveau code civil brésilien. Son intérêt à la préservation de la vie de l'assuré. Alors on précise que l'intérêt est présumé quand l'assuré est le conjoint, un ascendant, un descendant du souscripteur. Bon. Par contre, si c'est une autre personne, il faudra prouver d'avoir un intérêt. Alors c'est là où l'on voit d'abord que les modalités de protection de l'assuré ne sont pas les mêmes, mais ça va au-delà. C'est là où l'on voit une conception différente de l'assurance vie au Brésil et en France, puisque il me semble qu'au Brésil, on n'est pas tout à fait sorti, on me dit 10 minutes, mais chez maman, je suis comme bébé à côté, c'est 12 minutes. C'est fin de la parenthèse. Je disais donc qu'en droit brésilien, nous ne sommes pas tout à fait sortis d'une conception alimentaire de l'assurance vie, me semble-t-il. Au fond, l'assurance vie se substitue à un débiteur d'aliments, débiteur juridique ou moral, peu importe, mais elle se substitue à un débiteur d'aliments qui décède et l'assureur remplace, en quelque sorte, le débiteur d'aliments. Par comparaison, le droit français a une conception beaucoup plus objective de l'assurance vie, plus neutre. Pour lui, peu importe la raison pour laquelle on souscrit une assurance. Nous allons revoir cela dans le point suivant qui est la question du bénéficiaire, de sa désignation et de sa révocation. Il y a aussi un fort particularisme du droit brésilien. Pour la désignation du bénéficiaire, tout d'abord, il faut savoir, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, que le choix du bénéficiaire n'est pas entièrement libre. On nous l'a dit ce matin. On ne peut pas souscrire quand on est marié, que on n'est pas séparé judiciairement, qu'on n'est pas séparé de fait. On ne peut pas souscrire un contrat au bénéfice de son concubin. Je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai cru comprendre à la lecture de l'article 793 a contrario. Alors, il faut savoir qu'en droit français, c'est terminé. On peut souscrire un contrat au profit de qui on veut, d'une maîtresse, même quand on est marié. La Cour de cassation l'a jugé en 1999. Certains barbons, j'allais dire, qui se trouvent être les mêmes perroquets que ceux évoqués par le professeur Groutel ce matin, j'hésite sur le terme barbon parce qu'en l'occurrence, il ne pouvait pas y avoir de barbe, se sont élevés contre... Ben oui, parce que c'était pas du sexe masculin. Donc se sont élevés contre cette solution qu'ils ont estimée complètement immorale. Bon, il faut savoir qu'on peut désigner qui on veut. La seule limite serait peut-être, j'allais dire, l'amour vénal, c'est-à-dire l'assurance vie qui rémunérerait les services d'une prostituée. Enfin, on n'a pas d'exemple, mais c'est ce qu'ont écrit certains auteurs, mais c'est la seule limite. Autre particularisme du droit brésilien, la question de l'absence de bénéficiaire ou de la nullité de la désignation ou de sa caducité, parce que le bénéficiaire serait prédécédé à l'assuré. Que dit le droit brésilien? Il dit, eh bien, il y a une sorte de bénéficiaires légaux, à savoir le conjoint, à savoir, je crois, pour moitié le conjoint, pour l'autre moitié les héritiers, mais qui toucheront le capital en tant que bénéficiaires. En tant que bénéficiaire, donc une sorte de désignation subsidiaire, supplétive, que connaît le droit brésilien. Et quand il n'y a pas ces bénéficiaires légaux, quand il n'y en a pas, eh bien, le capital, je cite, va à ceux qui prouvent que la mort de l'assuré les a privés des moyens nécessaires pour leur subsistance. Là encore, on voit l'aspect alimentaire de l'assurance vie que ne connaît pas du tout le droit français. Donc, une forte originalité du droit brésilien. On peut peut-être dire que c'est un archaïsme. Je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue on adopte. C'est pas un problème technique, là, c'est peut-être plus un problème moral. Une forte originalité du droit brésilien, à savoir l'existence de bénéficiaires légaux. Mais ça règle pas mal de problèmes, notamment la question de l'absence de bénéficiaires que connaît le droit français. Et dans ce cas, le capital tombe dans la succession du souscripteur, avec tous les inconvénients que l'on connaît en droit civil, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'action en réduction, le rapport à succession, et puis également en matière fiscale.
Donc de ce point de vue-là, c'est pas mal que le droit brésilien édicte une désignation supplétive. Pour la révocation du bénéficiaire, forte originalité également du droit brésilien. Notamment, la question est la suivante. On va supposer que l'assurance soit souscrite à titre gratuit, parce qu'à titre onéreux, on ne peut pas révoquer le bénéficiaire en droit brésilien, me semble-t-il. Elle est souscrite à titre gratuit. Eh bien, le souscripteur peut changer de bénéficiaire quand il veut, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité. Au contraire, le droit français, qui applique la théorie de la stipulation pour autrui, estime que si le bénéficiaire a accepté cette stipulation, celle-ci devient irrévocable, donc on ne peut pas changer de bénéficiaire. Donc là, il y a une différence considérable. Le droit brésilien dit révocation libre, sauf si le souscripteur y a renoncé, je crois que c'est prévu. Le droit français dit révocation libre jusqu'à l'acceptation, et ça c'est d'ordre public, donc on ne peut pas y renoncer, mais interdite après l'acceptation. Bon, je vois que j'ai peu de temps pour parler des assurances de groupe, donc je ne fais simplement qu'évoquer deux particularismes. D'abord, le fait que dans les assurances de groupe en droit brésilien, on considère que le souscripteur est le représentant, en quelque sorte, plutôt que le souscripteur n'est pas le représentant de l'assureur. Donc on considère qu'il y a un contrat unique entre le souscripteur et l'assureur, et que toutes les obligations de ce contrat sont mises à la charge du souscripteur. En assurance, en droit français, c'est différent, puisqu'en droit français, on considère que, au moins dans la plupart des cas, il y a autant de contrats d'assurance que d'adhérents, et que le contrat conclu entre le souscripteur et l'assureur est un contrat cadre, mais ce n'est pas le contrat d'assurance, c'est un contrat cadre qui définit les droits des adhérents, mais ce ne serait pas un contrat d'assurance. Il me semble qu'en droit brésilien, c'est plutôt la conception contrat unique conclu entre le souscripteur et l'assureur. Une autre originalité, c'est le fait que on puisse modifier le contrat groupe avec l'accord des 3/4 des membres du groupe. En droit français, on n'a pas ce genre de règles, ce qui pose des problèmes, mais on a une autre disposition qui nous dit que si au moment de l'adhésion, il est indiqué aux adhérents les domaines sur lesquels une modification est possible, à ce moment-là, il suffit d'informer les adhérents de cette modification pour que celle-ci leur soit opposable. Donc c'est une disposition qui facilite les choses. Les 3/4, excusez-moi, mais surtout quand on exige l'accord express, c'est peut-être pas évident à obtenir dans un groupe, compte tenu du taux de, quand on envoie des lettres circulaires à des adhérents, il y a des lettres qui vont à la corbeille, et donc il y a un taux de non-réponse qui est important. Dernier point que je voudrais évoquer dans mon intervention, le fait qu'il y ait quelques lacunes en droit brésilien de l'assurance, spécialement de l'assurance vie. Je crois qu'on peut parler de lacunes, à moins, bien sûr, que les questions soient réglementées dans des lois spéciales, mais je n'ai pas l'impression. J'en évoquerai simplement trois. Première lacune, les contrats dits en unité de compte. Alors je ne sais pas si vous connaissez la formule. En droit français, le contrat en unité de compte, c'est l'hypothèse où vous versez une prime en euros, mais cette prime correspond à la valeur, au jour de la souscription, d'un support qui peut être des actions, des obligations, des parts de société immobilière. Et à l'échéance du contrat, donc en cas de décès, ou bien en cas de vie de l'assuré au terme du contrat, l'assureur doit la valeur actuelle de l'unité de compte, étant entendu que pendant la durée du contrat, l'assuré peut changer de support. On parle d'assurance multi-support, il peut arbitrer. Bon. C'est très dangereux, surtout ça peut rapporter gros aussi, mais c'est très dangereux, surtout quand il y a par exemple une baisse de la bourse, de tous les supports en même temps. Alors pour cette raison, ces contrats sont fortement réglementés par le droit français. Notamment, il est indiqué quelque part dans le Code des assurances qu'on précise à la souscripteur que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et pas sur leur valeur. Donc, rien dans le Code civil brésilien, alors je souhaiterais savoir s'il y a ou non ce type de contrat en droit brésilien, dans la pratique. Rien non plus sur le rachat,
Ce qui est, me semble-t-il, assez gênant. Le rachat, c'est la possibilité en cours de contrat de demander le versement de la provision mathématique. Je n'ai rien vu. Alors, est-ce que ça signifie que le rachat est lié, que la faculté de rachat est liée à la présence d'une clause dans la police? Alors, auquel cas, ce serait une solution différente du droit français, car pour le droit français, le rachat, c'est un droit. C'est un droit pour le souscripteur depuis, je crois, la loi de 1930. Grotel nous le confirmera. Bon, des pénalités sont possibles, mais qui sont très limitées, y compris par la loi. Dernière lacune, c'est la protection du souscripteur lors de la conclusion du contrat. Nous avons vu que le Code civil avait une disposition, le Code civil brésilien avait une disposition générale sur la protection du souscripteur, mais rien sur l'assurance vie en particulier. Et cela me paraît gênant parce que l'assurance vie, c'est un engagement tout de même sur le long terme, même si le paiement de la prime n'est pas obligatoire, c'est un contrat sur le long terme. Le droit français est très protecteur. Il y a une faculté de rétractation de 30 jours, c'est-à-dire que vous payez votre première prime, pendant 30 jours, vous pouvez la récupérer sans frais, sans pénalité. C'est quelque chose de très protecteur. Et ce délai de 30 jours ne part que du moment où tous les documents informatifs prévus par le Code ont été effectivement remis aux souscripteurs. Donc voilà une protection qui me paraît très intéressante et je ne retrouve rien, mais peut-être y a-t-il une loi spéciale, je ne retrouve rien dans le droit brésilien. Bien, vous voyez, c'est pratiquement l'heure, je vais en arriver à ma conclusion. Eh bien, les lacunes du nouveau Code civil brésilien qui existent, ces lacunes me paraissent plus gênante en assurance de personnes ou en assurance vie qu'en assurance de dommages. Autant le droit brésilien des assurances de dommages m'apparaît comme intéressant, novateur. J'ai donné l'exemple de l'intérêt d'assurance, des obligations après sinistre. Je fais abstraction de l'action directe, effectivement. Autant le droit brésilien apparaît comme novateur, autant en assurance de dommages, autant en assurance de personnes, il apparaît comme lacunaire et un peu moralisateur. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense aux maris non séparés de fait et non séparés judiciairement. Bon. Alors, par contre, il n'est pas archaïque quand il ne prévoit pas que l'acceptation du bénéficiaire de l'assurance vie, c'est que cette acceptation empêche le souscripteur de révoquer. Certains vous diront que c'est au contraire très novateur. Je pense à mon collègue Kuhlmann qui plaide ardemment dans un article, qui plaide pour que l'on puisse révoquer le bénéficiaire à tout moment. Et il ne parle pas de révocation, il parle de possibilité d'exercer le rachat. Mais on n'en est pas loin. Donc je pense à mon collègue Kuhlmann qui plaide pour qu'on puisse racheter le contrat malgré l'acceptation du bénéficiaire. Donc si l'on suit ce collègue, évidemment, le droit brésilien serait plutôt en avance sur le droit français. Mais je crois qu'il faut bien sûr, pour que ce soit le cas, partager les idées de cet auteur. Or, moi, personnellement, je serais plutôt hostile à cette idée parce que l'assurance vie, c'est, me semble-t-il, plus une garantie pour le bénéficiaire qu'un instrument de spéculation pour le souscripteur. Alors finalement, on ne peut guère parler de progrès en droit, j'allais dire, sans savoir dans quelle est la bonne direction. D'où la difficulté de dire si un droit est plus en avance qu'un autre. Encore faut-il, bien sûr, savoir quelle est la bonne direction. Alors je voudrais terminer en évoquant l'humoriste français Pierre Dac, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui disait, enfin je paraphrase, on pourrait dire, au fond, l'avenir du droit des assurances est devant lui, mais évidemment, quand on se retourne, il se retrouve derrière. Donc effectivement, tout dépend de la direction à prendre. Eh bien, je crois que ce constat est valable pour le droit français des assurances, il est aussi valable pour le droit brésilien des assurances, et j'allais dire que c'est une nouvelle manière de les réunir. Je vous remercie de votre attention. Mais uma vez, os nossos cumprimentos ao professor Luc Mayot e, sobretudo, a certeza de que esse diálogo entre o IBDS e os institutos franceses ainda vai longe. Eu gostaria de indagar se há perguntas da plateia.
Ainda não? Da mesa, alguém deseja? A doutora Terezinha Correia, por favor. Eu gostaria de indagar ao ilustre conferencista se, considerando que o Brasil é um país que nunca admitiu o sistema de ação direta nas ações de responsabilidade civil, se não haveria maior garantia para os direitos das vítimas se começasse a implantação desse sistema no país com base nos seguintes requisitos: que o seguro fosse obrigatório, que a indenização fosse tarifada ou pré-fixada e que se adotasse a teoria da responsabilidade objetiva, embora possa parecer arcaico para o senhor, como de acordo com o seu comentário na palestra. J'allais dire que le problème des droits brésiliens est qu'il est indiqué dans le nouveau Code civil que l'action directe existe pour les assurances obligatoires. Donc il me paraît difficile pour la jurisprudence brésilienne de faire, comme a pu le faire la Cour de cassation en France, de s'emparer d'un article, bon, en l'occurrence c'est l'actuel article L124.3 du Code des assurances, pour lui faire dire que l'action directe existe dans toutes les assurances de responsabilité. À partir du moment où vous avez un texte qui semble la limiter aux assurances obligatoires, il est effectivement difficile de l'étendre à toutes les assurances parce que vous violez la loi. Alors, vous dites qu'il faudrait progresser par étapes. Effectivement, si on suit le nouveau Code civil, les assurances obligatoires, il semble bien qu'il y ait une action directe. Mais la question, c'est plutôt, faut-il aller au-delà? Et je pense qu'il faut aller au-delà. Vous dites également, est-ce qu'il ne faudrait pas conditionner cela à l'admission d'une responsabilité objective? Je ne pense pas que ce soit le problème, parce que il faut bien distinguer le terrain de la responsabilité et le terrain de l'assurance. L'action directe fonctionne quel que soit le fondement de la responsabilité de l'assuré, que ce soit une responsabilité subjective, donc pour faute, ou au contraire une responsabilité objective. L'action directe est une garantie pour la victime, mais elle peut jouer dans tous les cas. Je crois qu'il faut insister sur l'idée que c'est une garantie pour la victime. Le principal intérêt, c'est tout de même, on ne l'a peut-être pas dit, me semble-t-il, le principal intérêt, c'est tout de même que par l'action directe, la victime n'est pas en concours avec d'autres créanciers de l'assuré. Elle va pouvoir appréhender le montant de l'indemnité d'assurance auprès de l'assureur, donc elle va pouvoir être indemnisée sans risquer de voir d'autres créanciers prétendre avoir une part du gâteau en quelque sorte. Et je crois qu'on oublie, enfin on ne le dit pas suffisamment, que c'est le principal intérêt. Alors bien sûr, c'est en quelque sorte un privilège, pas au sens technique du terme, mais c'est tout de même une préférence pour un créancier par rapport à un autre. C'est pour cela que l'on dit en droit français qu'il n'y a pas d'action directe sans que ce soit prévu par la loi. Mais, en l'occurrence, la loi, c'est surtout la jurisprudence qui a admis cette action directe. Le problème du droit brésilien, c'est qu'il y a une loi, mais qui est restrictive, et qu'il est peut-être difficile de généraliser. Le plus simple serait peut-être de modifier le texte avant même qu'il rentre en vigueur, mais je ne sais pas si c'est possible. Mais effectivement, là, on a, me semble-t-il, un blocage. Merci. Não me ficou claro como e em que momento se justifica o interesse do segurado no direito francês. Je vais vous répondre que je n'ai pas bien saisi non plus. Cette notion d'intérêt d'assurance est très difficile en droit français à appréhender. Je pense que l'intérêt d'assurance est plus subjectif en droit français que dans d'autres droits et pas seulement le droit brésilien. Et je pense au cas qu'évoquait Hubert Groutel ce matin. Je pense que pour être assuré en droit français, il faut deux conditions. Quand on n'est pas souscripteur, il faut justifier d'un intérêt à s'assurer. Par exemple, le propriétaire d'un immeuble a intérêt à ce que cet immeuble soit couvert contre le risque d'incendie. Et puis il faut en plus avoir été désigné dans une police d'assurance comme étant le bénéficiaire de la prestation d'assurance. Ce qu'on appelle une stipulation pour autrui, on dit aussi assurance pour compte. Donc dans l'exemple cité par Hubert Groutel ce matin, on prend l'exemple d'un locataire, par exemple, qui souscrirait un contrat. S'il n'y a pas de clause en faveur du propriétaire, le propriétaire ne peut pas prétendre
à percevoir l'indemnité d'assurance auprès de l'assureur. Alors la solution, c'est que cette indemnité sera versée au souscripteur, parce que je vous donne la solution quand même. Hubert Groutel m'a laissé le soin de la dire. La solution, c'est que l'indemnité d'assurance sera versée au souscripteur, à charge pour lui de la reverser ici au propriétaire, donc à la personne qui justifie de l'intérêt d'assurance. Je crois que l'intérêt est plus subjectif en droit français que dans d'autres droits. Alors, oui, excusez-moi, vous m'avez également demandé à quel moment. C'est au moment du sinistre, bien sûr, qu'il faut se placer pour savoir s'il y a un intérêt ou pas à s'assurer. Doutor Ernesto, por favor. Professor José Maria Munhoz Paredes, ele trouxe uma questão que eu gostaria que fosse ilustrada sobre como se passa no direito francês. É a questão do salvamento, despesa de salvamento, que está colocada em uma regra das disposições gerais do contrato de seguro, e não de uma das seções de danos ou de pessoas. Eu gostaria de saber como funciona no Código francês essa questão, ou seja, se há salvamento em seguros que não sejam seguros de danos. En droit des assurances français, il n'y a pas grand-chose, c'est ce que je disais dans mon intervention. Il y a des dispositions en assurance maritime, mais en assurance terrestre, il n'y a pas grand-chose. Et a priori, cette question est réglée par la police, qui dit si oui ou non l'assureur doit prendre en compte, doit prendre à sa charge plutôt les mesures de sauvetage. La difficulté, c'est quand la police est bien sûr difficile à interpréter. Je pense à un dossier où, sans rentrer dans le détail, c'était des plateformes pétrolières et un tube de forage était tombé parce que la pièce de serrage s'était rompue. L'assuré avait pris sur lui de faire réparer la pièce de serrage ou de la faire remplacer, non seulement parce que c'était un champ pétrolifère, donc il y avait plusieurs plateformes. Donc il a remplacé cette pièce non seulement sur la plateforme endommagée, mais aussi sur toutes les autres, par précaution. Bon. Et ensuite, il a présenté la facture à l'assureur en disant c'est du sauvetage et vous avez une clause dans la police par laquelle, bon, je simplifie, c'était pas non, parce que Hubert Groutel rit parce qu'il est également impliqué dans ce dossier de l'autre côté. Je précise donc que l'assuré plutôt avait changé les pièces sur toutes les puits, et la question était de savoir qu'est-ce qui était sauvetage, qui était couvert par la police, qu'est-ce qui était prévention, qui restait à la charge de l'assuré. Bon, parce qu'il y avait une ambiguïté dans la rédaction de la police. Il est sûr qu'il serait intéressant qu'en droit français, il y ait une disposition posant clairement qui doit prendre ces mesures, est-ce que l'assuré est tenu de le faire et sous quelles sanctions, bien sûr, et puis ensuite, qui prend en charge le coût de ce sauvetage. E sauvetage l'assurance vie, est-ce qu'il y a, non? Sauvetage en assurance vie, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, parce que j'ai du mal. Exatamente isso. Foi colocada aqui uma questão, por exemplo, pelo professor José Maria Munhoz Paredes, no seguinte sentido. Nas regras que tratam das disposições gerais, está previsto que correm à conta do segurador as despesas de salvamento. E a preocupação levantada por ele é no sentido de que, estando nas disposições gerais, se teria discussão sobre a sua aplicação ou não nos seguros pessoais, e não apenas nos seguros de danos. Oui, je me souviens de ce qu'a dit le professeur Paredes ce matin. Je crois qu'il faut là encore distinguer la prévention d'un côté et le sauvetage de l'autre. On peut concevoir, me semble-t-il, une prévention en assurance vie, mais le sauvetage, à partir du moment où le risque s'est réalisé, qu'il y a décès, on ne peut plus rien sauver. Là, je pense qu'effectivement, la question soulevée par M. Paredes était
tout à fait fondée, c'est-à-dire qu'il lui disait ce paragraphe du nouveau Code civil brésilien ne devrait pas figurer dans les dispositions à caractère général, mais plutôt dans les dispositions spéciales aux assurances de dommages, parce qu'effectivement, ce n'est pas transposable comme cela aux assurances vie. Je rejoins son opinion. Perfeito. Então é problema apenas de tópica, que não gera nenhuma dificuldade no seu modo de ver. O fato de estar dentro das disposições gerais não traz nenhuma dificuldade. Je ne pense pas qu'il y ait de difficulté. Je pense à un problème analogue en droit français, enfin analogue, à propos de dispositions qui visaient à la fois le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes contrats. Le problème, c'est de savoir ce qu'il faut entendre par capitalisation. Mais dans la conception qui est la mienne, qui est la plus classique, la capitalisation, c'est un contrat par lequel l'assureur promet un capital à un terme fixe, que le souscripteur soit en vie ou qu'il soit décédé à cette date. S'il est décédé, le capital va aux héritiers. Il peut aller éventuellement au porteur du bon de capitalisation s'il y a transmission de ce titre au porteur. Bon. Donc il y a des dispositions dans le Code des assurances qui figurent dans un chapitre commun aux assurances vie et aux assurances de capitalisation. Alors on s'est posé la question de savoir si ça s'appliquait au contrat de capitalisation. A priori oui, puisque c'est dans des dispositions communes. Mais la Cour de cassation, à juste titre, parce que cet arrêt a été mal interprété par d'autres auteurs, mais sur ce point-là, je suis entièrement d'accord, la Cour de cassation a dit, non, cette disposition en question ne s'applique pas à la capitalisation, même si c'est dans des dispositions communes, parce que la ratio legis, la finalité de la règle, limite celle-ci aux seules assurances vie. Donc, même si la règle figure dans un chapitre commun, à partir du moment où sa finalité en limite le domaine, eh bien, il faut limiter le domaine. En l'occurrence, c'était le problème de savoir s'il fallait appliquer les règles du rapport à succession ou oui, je crois que c'est le rapport à succession, donc des règles du droit successoral, à un contrat que la Cour d'appel avait qualifié de contrat de capitalisation. Donc, est-ce qu'il fallait appliquer, je vais être plus précis, est-ce qu'il fallait appliquer les règles prévues en matière d'assurance vie, enfin, les règles particulières aux assurances vie relatives au rapport à succession, est-ce qu'il fallait les appliquer à un contrat de capitalisation? Pourquoi? Parce que ces règles figuraient dans un chapitre commun. Et on a répondu que non, qu'elles ne s'appliquaient pas au contrat de capitalisation parce que la finalité de la règle était limiter son domaine à l'assurance vie. Mais là où l'arrêt est critiquable, c'est que, enfin, pas l'arrêt d'appel. Là où l'arrêt d'appel est critiquable, c'est qu'il avait qualifié à tort un contrat d'assurance vie de contrat de capitalisation. Bon, le problème, c'est que le pourvoi qui a été formé devant la Cour de cassation contre cet arrêt n'a pas traité, n'a pas évoqué cette question de la qualification. Voilà.